Avant 2019, le Sahel semblait exclure toute promesse agricole durable, encore moins le cocotier. Pourtant, en 3 ans, une vallée aride a vu émerger une couverture végétale improbable, renversant l'idée d'une stérilité définitive, sans nier la dureté climatique. Que révèle ce pari pour les habitants d'aujourd'hui et pour la lecture qu'Ibrahim Traoré propose d'une terre dite perdue? Si un arbre tient ici, l'horizon s'élargit. Cette histoire promet une lecture précise d'un projet qui engage bien plus qu'une culture expérimentale. Elle s'attache à montrer comment une initiative locale, exposée à des risques climatiques extrêmes, peut déplacer des certitudes anciennes sans masquer ses limites. Le bénéfice pour le lecteur est scalaire. Comprendre, en 10 minutes de lecture attentive, comment une décision technique devient un levier social et territorial durable. L'enjeu dépasse la réussite d'une plantation isolée. Si l'expérience échoue, elle confirme l'idée d'une terre condamnée et renforce le découragement des communautés. Si elle tient, elle redéfinit ce que signifie agir dans un environnement aride, où chaque litre d'eau et chaque geste comptent. Cette tension constante structure tout le récit. À cet instant, une curiosité s'ouvre. Ce qui se joue ici n'est pas seulement la survie d'un arbre, mais la crédibilité d'un modèle reproductible. Derrière chaque choix technique se cache une question simple. Jusqu'où une société peut-elle reprendre prise sur son milieu sans le dégrader davantage? En 3 ans, plus de 200 hectares ont été couverts de cocotiers dans une zone réputée impropre à ce type de culture. Près de 70% des arbres ont survécu, malgré des températures dépassant régulièrement les 40 degrés. Un taux que peu d'experts jugeaient atteignable dans le Sahel. Cette bascule silencieuse n'est pas née d'un miracle, mais d'une lecture méthodique du terrain. Dès l'origine du projet, Ibrahim Traoré posait un diagnostic sévère. Sol appauvri, pluviométrie faible, évaporation rapide et cycle de chaleur extrême. Le contexte initial laissait peu de place à l'optimisme. Planter un cocotier dans ces conditions revenait à tester la limite physique d'un écosystème déjà sous tension. Les premières semaines ont confirmé ces doutes. De nombreux plants ont dépéri rapidement, exposés à la chaleur et au manque d'humidité. L'échec semblait logique, presque mécanique. Pourtant, ces pertes ont servi de données plutôt que de verdict. Chaque arbre mort devenait un indicateur. Chaque survivant unissait une hypothèse à vérifier. C'est dans cette phase que la logique du projet s'est précisée. Ajuster avant d'étendre, comprendre avant de convaincre. Le contexte technique a alors évolué. L'introduction de systèmes d'irrigation solaire, combinés à des réservoirs souterrains, a permis de stabiliser l'humidité du sol sans accroître la pression sur les ressources locales. Cette approche visait moins la performance immédiate que la régularité. Dans un environnement instable, la constance devenait l'objectif central. Sur le plan humain, le projet avançait dans un climat de scepticisme prudent. Les villageois observaient sans s'engager, habitués à voir disparaître des initiatives prometteuses. Progressivement, la résistance de certains plans a fissuré cette méfiance. Les cocotiers n'étaient plus perçus comme des anomalies isolées, mais comme les premiers signes d'un changement possible. Pour Ibrahim Traoré, cette phase de contexte n'était pas un préambule anecdotique. Elle constituait le socle d'une transformation plus large, où chaque décision technique engageait aussi une lecture nouvelle du territoire. Le projet cessait alors d'être une expérience marginale pour devenir une hypothèse crédible. Au cœur de cette phase d'ajustement, une figure a progressivement structuré le projet. Plus qu'un initiateur, Ibrahim Traoré a joué le rôle de médiateur entre contraintes physiques et décisions humaines. Son approche n'était ni héroïque ni théorique. Elle reposait sur une discipline simple: observer, corriger, puis tester à nouveau. Cette posture a donné au projet une cohérence que les premières pertes auraient pu dissoudre. 2 microcas illustrent ce tournant. Dans une vallée légèrement encaissée, un groupe de jeunes plants montrait des signes de dépérissement rapide.
L'introduction de pailles de coco recyclées, destinées à limiter l'évaporation et enrichir le sol, a permis une reprise progressive. À quelques kilomètres de là, un second ensemble de cocotiers a résisté plusieurs semaines supplémentaires grâce à une fine couche de kaoline, utilisée pour réfléchir une partie de la chaleur excessive. Ces ajustements, modestes en apparence, ont produit des effets mesurables. Ces succès partiels ont modifié la dynamique locale. Les jeunes ingénieurs, d'abord hésitants, ont commencé à s'impliquer davantage, attirés par la logique expérimentale du projet. Les agriculteurs, quant à eux, observaient un phénomène inattendu. Même les sols les plus dégradés répondaient à ces protocoles simples. La Terre cessait d'être perçue comme un obstacle immuable. Ce changement de perception a eu un impact immédiat. Le projet n'était plus seulement porté par une vision individuelle, mais par une attention collective. Les habitants passaient du doute à l'observation active. L'enjeu devenait tangible. Quand une méthode fonctionne ici, elle reconfigure la confiance dans l'action locale. Au départ, tout indiquait un échec prévisible. Avant la fin du premier mois, plusieurs cocotiers montraient des signes de stress sévères. Certains dépérissaient malgré les soins apportés. Après cette phase critique, un glissement s'est opéré. Les équipes ont cessé de chercher une réussite immédiate pour se concentrer sur la stabilisation progressive des conditions de survie. La phase d'activation s'est jouée rapidement. Ibrahim Traoré, entouré d'un noyau réduit d'ingénieurs et de techniciens locaux, a introduit les premiers systèmes d'irrigation solaire couplés à des réservoirs souterrains. L'objectif n'était pas d'augmenter l'apport en eau, mais de ralentir sa perte. Les pertes ont continué, mais à un rythme moins brutal. Cette simple inflexion a transformé la lecture du projet. Il ne s'agissait plus d'un geste symbolique, mais d'une hypothèse technique en cours de validation. Vint ensuite la montée en intensité. Les températures du pays dépassaient fréquemment les 40 degrés et chaque vague de chaleur devenait un test grandeur nature. C'est dans cette séquence que les ajustements se sont multipliés. Les pillas de coco recyclés ont été déployés pour protéger les sols, tandis que la poudre de kaoline a été utilisée pour réduire l'impact direct du rayonnement solaire sur les jeunes plants. Les effets n'étaient pas spectaculaires, mais cumulatifs. Chaque amélioration ajoutait quelques jours de résistance supplémentaires. Cette accumulation a produit une réaction en chaîne. Les jeunes du village, d'abord simples observateurs, ont commencé à proposer leur aide, apportant des observations fines sur l'exposition, la texture du sol ou les zones d'évaporation rapide. Les agriculteurs partageaient leur savoir empirique, comparant les parcelles, testant des densités différentes. Une forme d'intelligence collective a émergé, non planifiée, mais décisive. Lorsque les premières pousses vigoureuses, sont apparues, un basculement sociologique s'est opéré. Le projet a cessé d'être associé à un seul nom pour devenir un espace commun d'expérimentation. Le vocabulaire lui-même a évolué. On parlait désormais de cycles, d'ombrage progressif, de micro-rétention. Les cocotiers n'étaient plus des anomalies, mais des indicateurs. La phase de résonance a suivi. Les premières récoltes, encore modestes, ont confirmé que la survie pouvait se transformer en production. Des coopératives féminines se sont organisées autour de la transformation des dérivés, donnant au projet une dimension économique tangible. Les jeunes, qui envisageaient auparavant de quitter la région, ont commencé à investir du temps dans des outils de mesure et de suivi. Les autorités locales, jusque-là prudentes, ont observé l'émergence d'un modèle potentiellement reproductible. Puis est venue la réplique. Des chercheurs ont visité le site. Des institutions ont évoqué un exemple d'adaptation climatique. Le rythme des événements s'est accéléré, mais la logique était restée la même. Consolider chaque avancée avant d'envisager une extension. Ibrahim Traoré n'a jamais proclamé de victoire. Il a ajusté encore et encore, transformant une suite d'essais fragiles en trajectoire lisible. Cette séquence révèle une dynamique claire. Ce qui avait commencé comme une expérience marginale s'est structuré en processus territorial. Le passage de l'échec attendu à la progression mesurable a redéfini la nature même du projet. Au point de départ,
La situation était sans appel. Une terre aride, des températures au-delà de 40 degrés et une agriculture jugée non viable. 3 ans plus tard, plus de 200 hectares sont couverts de cocotiers. Cette progression mesurable ne décrit pas seulement une surface gagnée, elle indique un changement de dynamique du sol et des pratiques locales. Une bascule lente mais observable. Un premier repère concerne l'extension spatiale. L'atteinte de plus de 200 hectares ne résulte pas d'une expansion rapide et désordonnée, mais d'un déploiement graduel, conditionné à la stabilité des parcelles précédentes. Cette surface témoigne d'une capacité d'adaptation du milieu lorsque les protocoles sont respectés. Dans un contexte sahélien, l'extension contrôlée vaut autant que la performance brute. Un second repère, central, porte sur la survie des plants. Près de 70% des cocotiers ont résisté malgré des cycles de chaleur extrêmes et des épisodes de sécheresse. Ce taux élevé indique une résilience biologique supérieure aux prévisions initiales. Ce pourcentage a joué un rôle décisif dans les arbitrages techniques. Il a permis de distinguer les ajustements efficaces des essais infructueux. Pour Ibrahim Traoré, cette donnée a servi de seuil critique, celui à partir duquel l'hypothèse devenait crédible. Un troisième repère touche à l'usage de l'eau. Grâce au système d'irrigation solaire et aux réservoirs souterrains, la consommation hydrique a diminué d'environ 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette réduction confirme l'efficacité structurelle d'une irrigation fondée sur la rétention plutôt que l'apport. Dans une région où chaque litre compte, cette baisse n'est pas un simple gain technique. Elle conditionne la durabilité du modèle. Pris ensemble, ces chiffres forment une matrice de validation. Ils ne promettent pas une réussite définitive, mais établissent un socle mesurable. Les habitants ne parlent plus d'intuition ou de chance, mais de résultats observables. Les agriculteurs comparent les parcelles, les jeunes ingénieurs consignent les données et les coopératives féminines ajustent leur volume en fonction des rendements réels. Ces données ont également modifié le regard extérieur. Des chercheurs et des institutions ont commencé à s'intéresser au site non comme à une curiosité, mais comme à un laboratoire d'adaptation climatique. Les chiffres offrent un langage commun. Ils permettent de discuter, de critiquer et d'améliorer sans s'en remettre au récit seul. Pour Ibrahim Traoré, cette reconnaissance chiffrée n'est pas une fin. Elle ouvre un espace de dialogue avec ceux qui exigent des preuves avant d'agir. Enfin, l'impact de ces mesures dépasse la technique. Les pourcentages et les hectares se traduisent en décisions quotidiennes. Rester ou partir, investir du temps ou abandonner, transmettre des savoirs ou les garder pour soi. La donnée devient sociale. Elle ancre la confiance dans le concret. Ainsi, ces preuves quantitatives ne répondent pas à toutes les objections, mais elles déplacent le débat. Elles montrent qu'une vision peut s'incarner en chiffres sans perdre sa dimension humaine. Et c'est précisément cette alliance entre mesures et vécu qui prépare la suite. Pour éprouver la solidité du projet, il faut prendre au sérieux les critiques les plus exigeantes, celles qui ne rejettent pas par principe, mais interrogent les risques structurels. Le premier argument concerne l'eau. Dans un environnement sahélien déjà sous pression, introduire une culture perçue comme exigeante peut sembler dangereux. Selon cette lecture, même une irrigation optimisée risquerait de déplacer la rareté plutôt que de la résoudre, au détriment des cultures locales dont dépendent directement les communautés. Le second argument porte sur la durabilité dans le temps. Les résultats observés pourraient n'être qu'une fenêtre favorable. Une succession d'années plus sèches ou une vague de chaleur prolongée suffirait à fragiliser les plantations. Cette critique ne nie pas les chiffres actuels, mais questionne leur résistance aux chocs futurs. Elle suggère que la réussite visible aujourd'hui pourrait masquer une vulnérabilité latente, difficile à détecter à court terme. Ces deux objections forment un Stillman cohérent. Elles rappellent que l'adaptation climatique ne se juge pas sur une phase ascendante, mais sur la capacité à encaisser les revers.
Les sceptiques soulignent aussi un risque social. Une focalisation excessive sur un modèle unique pourrait réduire la diversité des pratiques agricoles locales, pourtant essentielles à la résilience. La réponse apportée par Ibrahim Traoré ne s'est jamais voulue rhétorique. Elle s'est appuyée sur l'observation continue. La réduction d'environ 40% de la consommation d'eau, mesurée sur plusieurs cycles, contredit l'idée d'un drainage excessif. De plus, la stabilité d'un taux de survie élevé après des épisodes de chaleur répétés suggère une adaptation progressive plutôt qu'un simple concours de circonstances. Surtout, le projet n'a jamais été présenté comme une solution exclusive. Les protocoles testés sont pensés comme des briques modulables, adaptables à d'autres cultures et combinables avec des pratiques existantes. Cette flexibilité répond directement à la crainte d'un modèle rigide. Elle transforme la critique en contrainte productive. Ainsi, loin d'invalider le projet, ces objections en révèlent les conditions de crédibilité. Elles obligent à penser la résilience non comme un succès ponctuel, mais comme une capacité à évoluer sous contrainte. C'est précisément dans cette confrontation entre doutes solides et réponses mesurées que le modèle gagne en maturité. À un moment, un seuil a été franchi. La première récolte commercialisable a marqué un changement décisif. Jusqu'alors, les cocotiers incarnaient une survie improbable. Désormais, ils devenaient une ressource économique identifiable. Ce basculement a déplacé le centre de gravité du projet. Il ne s'agissait plus seulement de prouver qu'un arbre pouvait tenir, mais de vérifier qu'un territoire pouvait produire sans s'épuiser. Pour Ibrahim Traoré, cette étape a agi comme un révélateur stratégique. Les chiffres prenaient un sens nouveau lorsqu'ils se traduisaient en revenus, en emplois locaux et en décisions collectives. Les coopératives féminines, jusque-là en phase d'organisation, ont commencé à structurer des chaînes de transformation simples mais régulières. Les volumes restaient modestes, mais la continuité changeait tout. Ce moment médian a aussi redéfini les attentes extérieures. Les observateurs ne parlaient plus d'expérimentation audacieuse, mais de modèles en transition. La question n'était plus « est-ce possible ?», mais « jusqu'où cela peut-il s'étendre sans perdre son équilibre ?» En Théoudin, cette nuance a réorienté les discussions techniques et institutionnelles. Enfin, pour les habitants, le seuil franchi a produit un effet psychologique puissant. La terre cessait d'être perçue comme un pari risqué. Elle redevenait un actif, exigeant certes, mais négociable. À mi-parcours du récit, le projet changeait de nature. Il ne testait plus le Sahel, il commençait à le transformer. Les effets suites du projet se sont diffusés par cercles successifs, touchant des groupes distincts de manière différenciée. Ce qui n'était au départ qu'une expérimentation agricole s'est progressivement transformé en recomposition sociale et économique. Ibrahim Traoré observait cette diffusion avec attention, conscient que la viabilité d'un modèle se mesure autant à ses impacts humains qu'à ses rendements. Pour les agriculteurs, la première conséquence a été cognitive. Des terres longtemps considérées comme irrécupérables ont commencé à produire de manière régulière. Cette évolution a modifié les pratiques. Certains paysans ont intégré des techniques issues du projet, comme l'ombrage contrôlé ou la rétention organique, même sur des cultures traditionnelles. Le changement n'a pas été immédiat, mais il a introduit une nouvelle logique, celle de l'ajustement plutôt que de la résignation. La terre redevenait un espace de travail, non un verdict définitif. Chez les jeunes, l'impact a pris une forme différente. Avant le projet, beaucoup envisageaient le départ comme seule perspective. L'émergence d'activités techniques liées à l'irrigation solaire, à la mesure des sols ou au suivi des cycles de croissance a ouvert d'autres horizons. Certains se sont formés sur place, d'autres ont commencé à transmettre leurs compétences. Cette réappropriation du territoire a freiné l'exode, non par contrainte, mais par opportunité retrouvée. Les femmes ont constitué un troisième groupe clé. Les coopératives féminines structurées autour de la transformation des produits dérivés ont généré des revenus réguliers.
Cette stabilité économique a renforcé leur rôle décisionnel au sein des communautés. Les effets se sont étendus à la scolarisation des enfants et à la gestion collective des ressources. Le projet a ainsi produit un levier social inattendu, où l'autonomie économique renforçait la cohésion locale. Du côté des autorités locales, la transformation a été plus progressive. Longtemps observatrices, elles ont commencé à considérer le projet comme un cas d'école potentiel. La combinaison entre résultats mesurables et mobilisation communautaire a attiré l'attention d'institutions et de chercheurs. Des discussions ont émergé autour d'extensions contrôlées et d'adaptation à d'autres zones arides. Ici, l'impact n'était pas immédiat, mais stratégique. Le projet devenait une référence plutôt qu'une exception. Ses conséquences, prises ensemble, dessinent une réalité nouvelle. Elles montrent que l'effet d'un modèle agricole ne se limite pas à la production. Il agit sur les représentations, les choix individuels et les structures collectives. Pour Ibrahim Traoré, cette phase confirmait une intuition centrale. Lorsqu'un territoire change de regard sur lui-même, les transformations matérielles suivent. Ainsi, les cocotiers ont cessé d'être des symboles isolés. Ils sont devenus des points d'ancrage autour desquels se réorganisent des vies, des pratiques et des attentes. Et c'est dans cette matérialité quotidienne que le projet a trouvé sa portée la plus durable. À ce stade, la trajectoire du projet ouvre 3 chemins plausibles pour les mois à venir. Aucun n'est certain. Tous dépendent de décisions concrètes, de la discipline collective et de la capacité à absorber l'incertitude climatique. Dans un scénario de continuité, la dynamique actuelle se maintient sans accélération brutale. Les parcelles existantes sont consolidées, les protocoles affinés, et l'extension reste conditionnée à la stabilité hydrique. Les coopératives féminines sécurisent leur volume, sans chercher une croissance rapide. Les revenus progressent lentement mais régulièrement. Dans cette configuration, le projet gagne en robustesse. Il devient un repère local fiable, capable de durer tant que l'attention portée à l'eau et au sol reste constante. Dans une configuration plus favorable, une demande élargie pour les produits dérivés crée un effet d'entraînement. Des partenariats régionaux structurent la transformation et la distribution. Les formations techniques attirent davantage de jeunes, renforçant les capacités locales en irrigation solaire et en suivi des sols. Les institutions s'impliquent plus activement, facilitant une montée en échelle maîtrisée. Ce scénario repositionne le territoire comme un pôle d'adaptation climatique, à condition de ne pas sacrifier la régularité au profit du volume. Et dans une hypothèse plus contraignante, une sécheresse prolongée ou une gestion inadéquate des ressources fragilise les plantations. Les arbres montrent des signes de stress, les rendements baissent temporairement et la pression sociale augmente. La réponse exige alors des ajustements rapides, renforcement de l'ombrage, modification des cycles d'irrigation, réduction des surfaces actives. Ce scénario n'implique pas l'échec, mais rappelle que la résilience repose sur la capacité à ralentir quand les conditions l'imposent. Ces trajectoires partagent un point commun. Aucune ne dépend d'un événement unique. Elles résultent d'une série de choix cumulés. La recommandation centrale est donc cognitive plutôt que technique. Penser en cycle, non en coup d'éclat. Accepter que la stabilité précède l'expansion. Dans cette lecture, le projet ne promet pas une victoire rapide. Il propose une méthode pour naviguer entre prudence et ambition. La question n'est plus de savoir quel scénario adviendra, mais si les acteurs sauront reconnaître le moment où il faut avancer et celui où il faut consolider. À distance, ce projet pourrait sembler circonscrit à une vallée sahélienne, éloigné des préoccupations quotidiennes du lecteur. Pourtant, il touche à une expérience universelle, celle de faire face à un environnement perçu comme contraignant, parfois hostile, et de décider malgré tout d'agir. La force du récit ne tient pas à l'ampleur des moyens engagés, mais à la constance des gestes répétés. Pour un premier groupe de lecteurs, cette histoire parle de travail et de décision.
Elle montre qu'une transformation durable ne naît pas d'un plan parfait, mais d'une capacité à ajuster sans se décourager. Observer, corriger, recommencer. Cette logique s'applique bien au-delà de l'agriculture. Elle rappelle que la progression repose souvent sur la maîtrise des paramètres que l'on peut réellement influencer. Pour d'autres, la résonance est plus intime. Le projet illustre une forme de agency discrète, la possibilité de reprendre prise sur une situation jugée figée. Voir des communautés redéfinir leur rapport à la terre invite à reconsidérer ses propres marges de manœuvre, même limitées. Le changement apparaît alors non comme une rupture spectaculaire, mais comme une accumulation de décisions cohérentes. Un troisième écho concerne la relation au temps. Dans un monde habitué à l'immédiateté, ce récit insiste sur la patience. Les résultats ne sont ni instantanés, ni garantis. Ils émergent lorsque l'on accepte la lenteur comme une condition de solidité. Cette perspective peut déranger, mais elle offre aussi une forme de clarté. Ainsi, sans donner de leçons, le projet agit comme un miroir. Il invite chacun à s'interroger sur ses propres terrains arides, matériels ou symboliques. Là où l'on voyait une limite définitive, existe-t-il encore un espace pour tester, apprendre et ajuster? C'est dans cette question silencieuse que le récit trouve sa portée la plus personnelle. Pour consolider les acquis et envisager une extension maîtrisée, une trajectoire claire s'impose. Ibrahim Traoré a progressivement formalisé cette logique en une série d'étapes pragmatiques, conçues non comme un plan figé, mais comme un cadre évolutif. La première étape consiste à renforcer l'infrastructure hydrique existante. Les réservoirs souterrains et l'irrigation solaire doivent être étendus uniquement là où la stabilité des sols est confirmée. Le critère n'est pas la surface gagnée, mais la régularité de l'humidité sur plusieurs cycles. Cette phase exige une observation continue et des ajustements fins, plutôt qu'un déploiement rapide. La deuxième étape porte sur la transmission des compétences. Des formations courtes et répétées permettent aux agriculteurs de maîtriser les protocoles d'ombrage, de compostage et de rétention organique. L'objectif n'est pas de créer une dépendance technique, mais une autonomie locale mesurable par la survie et la vigueur des plants. Chaque village devient ainsi un relais du savoir accumulé. La troisième étape, concerne la structuration économique. Les coopératives, en particulier féminines, doivent être disposées d'outils simples mais standardisés pour assurer la qualité et la continuité de la transformation. La réussite se mesure ici par la stabilité des revenus et la capacité à constituer des réserves communautaires, non par la croissance rapide des volumes. Enfin, une gouvernance partagée s'impose. Elle réunit agriculteurs, jeunes techniciens, représentantes des coopératives et autorités locales. Cette instance arbitre l'usage de l'eau, suit l'évolution des sols et ajuste les priorités. Un tableau de bord commun place les décisions isolées. À travers cette feuille de route, Ibrahim Traoré affirme une idée centrale. La résilience n'est pas un état final, mais un processus organisé. Ce sont ces règles simples, appliquées avec constance, qui transforment une réussite locale en méthode transmissible. Lorsque l'on repense au premier cocotier, frêle et incertain, presque effacé par la chaleur, le contraste avec la situation actuelle devient saisissant. C'est ces jeunes arbres, protégés par des gestes simples et répétés, incarnaient au départ une possibilité fragile, sans garantie de durée. Leur survie progressive a pourtant dessiné une autre trajectoire, faite de patience et de cohérence. Ce rappel renvoie directement au rôle d'Ibrahim Traoré, non comme figure héroïque, mais comme fil conducteur discret. Sa constance a donné au projet une temporalité propre, éloignée de l'urgence et des effets d'annonce. Chaque ajustement, chaque correction a contribué à transformer une fragilité initiale en point d'appui collectif. Le motif revient alors avec force. Ce ne sont pas les conditions idéales qui font naître une transformation, mais la capacité à accompagner ce qui paraît d'abord vulnérable. Les cocotiers,
longtemps perçus comme étrangers à ce paysage, sont devenus des repères. Gay. Il rappelle que l'endurance précède la croissance et que la méthode l'emporte sur l'élan. À ce stade du récit, l'émotion ne tient pas à une victoire spectaculaire. Elle réside dans cette accumulation d'actes modestes qui finissent par redessiner un territoire et une manière de penser l'avenir. Pour Ibrahim Traoré, comme pour les communautés engagées, la leçon est simple et exigeante. Soutenir la fragilité jusqu'à ce qu'elle devienne force. Au terme de ce parcours, l'histoire ne demande ni pour ni applaudissements, ni certitude. Elle invite plutôt à un déplacement du regard. Ce qui s'est construit ici montre qu'une initiative locale peut devenir un symbole discret, non parce qu'elle prétend tout résoudre, mais parce qu'elle propose une manière d'agir sous contrainte. Le projet rappelle que la résilience ne relève pas d'un héroïsme isolé. Elle naît de liens, de règles partagées et d'une attention continue portée aux équilibres fragiles. Cette logique dépasse largement le Sahel. Elle concerne toute situation où les marges semblent étroites et les ressources limitées, mais où subsiste une capacité d'organisation collective. S'intéresser à ce type d'expérience, la relayer, en discuter, constitue déjà une forme d'engagement. Non pour reproduire à l'identique, mais pour s'inspirer d'une méthode qui accepte l'incertitude sans s'y résigner. Chaque territoire possède ses propres contraintes, mais aussi ses propres leviers, parfois invisibles, tant qu'on ne prend pas le temps de les explorer. La question reste alors ouverte, volontairement. Face à vos propres défis, quels gestes modestes pourriez-vous soutenir aujourd'hui pour qu'ils deviennent, demain, des points d'appui durables ?